Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Créativité 101. Cette semaine, on a reçu l'excellente Michèle Desrochers. Alors, on a eu une très belle conversation avec elle sur ses débuts en humour, comment elle a fait de l'impro et qu'elle en fait encore, comment elle est très créative comme personne, très à l'écoute et qui connecte avec son public. Et puis, Léo, tu avais quelque chose à Ouais, rajouter on a là-dessus? jasé un peu des projets parallèles, du retour de la pandémie, on a jasé de créativité, là, forcément, comme le programme. C'était particulièrement intéressant d'avoir son point de vue sur plusieurs choses. On dirait que j'ai de la difficulté à mettre le doigt sur quelque chose auquel on a parlé, parce qu'on a parlé de tellement de choses. Mais c'était super, super intéressant. Encore un gros merci à Michel d'être venu sur le podcast. Merci à vous d'ailleurs de l'écouter. On espère que vous aimez toujours qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, si c'est le cas et que vous aimez l'épisode que vous regardez présentement, j'en suis sûr, assurez-vous de commenter, de aimer le vidéo, de le partager. Ça fait toujours son bout de chemin et pour les artistes qu'on reçoit et pour nous. Puis aussi, vous pouvez évidemment vous abonner. Oui, j'ai tellement de misère. Vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube, peu importe celle que vous utilisez. Comme ça, ça peut même vous le rappeler lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort, que je vous rappelle que c'est à tous les mardis. Voilà, j'en profite encore pour vous dire un gros merci de nous écouter ou de nous regarder ou les deux à chaque fois. Puis on vous laisse sur un super bon épisode avec Michel Desrochers cette semaine. Ciao la gang! Salut Michel Desrochers, enchanté de. Ben écoute, on se rencontre en fait quasiment pour la première fois en Zoom. C'est la réalité maintenant. Mais merci beaucoup d'avoir dit oui, c'est très cool. Ça fait plaisir de voir ta cuisine. Hey, c'est même pas ma cuisine, c'est genre un bureau. OK. Puis Sacha, c'est une bibliothèque. Ouais, c'est juste pour donner l'impression que je suis intelligent, mais ça marche Je pas suis full. sûr qu'on a toutes des maisons que si on changerait moindrement l'angle, c'est affreux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment laid. Ça, c'est Mais une mise en scène. Mais oui, Sacha, t'as l'air un peu d'un président qui s'excuse, fait que c'est bon. Bon, c'est. oui, c'est ça l'idée aussi, c'est ça. Moi, je suis dans ma chambre à podcast. Ouais, nice. Nice. Cool. Comment ça va, Michel? Ça va très bien. Ouais. Ouais, c'est cool. Le travail recommence tranquillement. Ouais, c'est vrai? Ouais, pour vrai, moi j'ai des contrats, là, ça va bien quand même. C'est sûr que c'est pas comme avant, là, qu'on faisait 7 shows par semaine, mais il y a quand même de la petite business là, qui repart en humour, C'est puis cool, ça. je m'amuse bien. Tu dois être contente, toi, parce qu'en plus que t'es dans une phase où tu sais, t'es sur ton ascension, fait que tu devais avoir hâte que ça reparte, là, j'imagine. Ouais, des fois je me disais que c'est pas le fun en début de carrière que ça arrive, mais plus j'y pense, plus je suis comme, il n'y a pas de bon moment dans une carrière que ça arrive. Ouais. Je pense à, mettons, Pat Grou, que je faisais sa première partie, il était full excité, son show partait, c'était un retour sur scène pour lui après 5 ans, il avait tout vendu, ses grosses salles, tu sais, je suis comme, OK, dans le fond, il n'y a pas vraiment de bon timing pour personne là-dessus. Ouais. Mais moi, j'avais full bien vécu parce que j'étais bien entourée, puis j'étais confortable, puis je me suis concentrée à essayer de faire des vidéos, faire du contenu web, des affaires qui ont débloqué grâce à ça. Donc, je me suis réinventée. Mais je n'écoute pas ce que Legault dit, mais ça a donné que je me suis réinventée au moment qu'il fallait se réinventer. Ah, c'est Fait cool. que je l'ai quand même bien vécu, mais je comprends que pour certaines personnes, c'était vraiment dur. Ça, c'est quand même la réalité. Là. Ouais, chacun a vécu son truc, I guess. Chacun avait pas de gros, même d'où toi ou nous, tu sais, ouais. À chacun ses déceptions. Ça, mais aussi, ça fait sortir des choses. Ça fait sortir des choses cool. Tu sais, Pat Grou, finalement, il a fait de la musique parce que il ne pouvait pas faire son show, puis il y avait des représentations annulées. Fait que tout le monde a un peu fait son thing. Toi, je sais pas si tu as fait comme 1000 push-ups ou du pain aux bananes. Non, juste un podcast. Juste des affaires qui ne demandent pas d'effort physique. Mais ouais. Mais bon, so what. Fuck off après tout, mais. Mais écoute, on aime ça qu'on commence avec une question, nous autres. C'est quoi, selon toi, ton style d'humour? J'y pensais ces temps-ci à ça un peu parce que les gens veulent mettre une étiquette sur qu'est-ce qu'on fait, là, même quand que nous, on ne sait pas. Moi, je suis quand même en début de carrière. Même carrière, c'est comme un gros mot. Mais je pense que je fais un humour
autodérisoire, principalement, là, donc je ris de moi-même. Mhm. Puis aussi, ça me permet aussi de doucement rire des autres, là, donc ça me donne un certain capital de sympathie en m'insultant. Après ça, tu peux plus taquiner les autres groupes de la société, mais je dirais quand même que je fais un humour qui est non oppressif. Bon, là, ça va paraître que je suis allée au Cégep du Vieux-Montréal ou que je chill à côté de l'UQAM, là, mais je dirais que j'ai pas vraiment d'intérêt comme puncher sur le monde. Là. Mhm. J'aime plus rassembler les gens dans mon humour, Mhm. qu'on connecte sur des sujets, puis ça parle aussi quand même de vulnérabilité puis de certains tabous que moi, je me mets au défi de rendre ça drôle. Genre l'estime de soi, puis se trouver beau, se trouver gros, la cellulite, genre des affaires que moi, ça m'intéresse, qui est peut-être pour être vu comme l'humour féminin, mais je m'arrange pour que ça rejoigne tout le monde dans la salle, là, idéalement. Fait quelque chose de quand même assez accessible, quelque chose dans le sens que le monde pourrait tous se reconnaître ou genre faire « Ah oui, j'ai déjà vécu cette situation » ou « J'ai déjà eu ce genre de pensée-là », mettons. Un peu. Des fois, je trouve que c'est accessible, que tout le monde on vit les mêmes choses. D'autres fois, je suis devant un public différent, puis là, je sens que ça ne rejoint pas les gens. Par exemple, à Montréal, dans un bar, devant des personnes qui ont 25-30 ans, soit des femmes ou des gens qui sont plus gauche ou qui sont montréalais. Là, je vais être super drôle. Puis en région, devant un public qui a la soixantaine, là, je sens qu'il faut que j'adapte certaines choses ou que je peux perdre des gens. Donc, oui, c'est quand même un humour de coudon, on fait tout ça, mais en même temps, il faut que je m'adapte parce que j'ai pas la même réalité que tout le monde, tu sais. Ouais. Donc, mais s'il y a quelque chose qui est comme constant dans mon humour, c'est le genre de vocabulaire bien choisi, genre un amour des mots, puis comme de la vulgarité, pas de la vulgarité classique, là, un petit peu coquine de mon genre, puis grâce à mon visage, je pense que je peux quand même dire beaucoup d'affaires, tu sais. Ouais. Ça dédouane certaines choses. Ouais. Mais est-ce que t'as-tu ciblé, mettons, où à peu près que t'es pères, ces gens-là, mettons, est-ce que c'est-tu l'autodérision que, mettons, les 60 ans et plus, ou je sais pas, tu sais, mettons, les gens plus de régions que, mettons, que ça rit moins qu'à Montréal, tu sais-tu c'est quoi ou c'est où que ça pogne moins, mettons? Je pense que ce qui arrive, c'est quand j'arrive à un public plus vieux ou plus difficile, ou une grande salle aussi, il faut jouer plus gros puis être plus clair, tandis que, mettons, que tu es au bordel ou cabaret, tu parles aux gens, tu peux jouer très petit, tu leur parles, puis la connexion est facile. OK. Tandis que dans une grosse salle, il y a comme un délai avec les gens. Donc, moi, je sens que qu'est-ce qui arrive quand ça va pas bien mes shows devant un public plus âgé, c'est que il y a comme des anglicismes dans ce que je dis, il y a des choses qui sont des référents de la ville ou qui sont des référents de ma génération. Puis là, ces gens-là, ils veulent me comprendre, puis ils veulent me trouver drôle, mais ils sont largués. Il y a quelques éléments qui sont comme « Oh, OK, j'ai une joke de pote où je parle du cut. » Tu sais, ça, c'est quand même précis là, comme vocabulaire, le carton qu'on met dans un joint. Ouais. C'est pas tout le monde qui va allumer sur ce référent-là. Ouais. Ça, je peux perdre des gens. Les gens en humour, ils sont vraiment gentils, les publics, ils veulent juste te comprendre. Puis des fois, ça prend juste une chose dans une phrase pour que tu perds des gens ici et là. Puis ça s'accumule. Mais moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que là, si ça fait ça sur 4 jokes de suite, je viens comme « Oh mon Dieu, ces gens-là me détestent. » Mais c'est pas ça, c'est qu'ils essaient de me comprendre, tu sais. Ouais. Fait que ça joue sur ma confiance. C'est ça qui fait que des fois, je peux carrément me planter. Puis j'étais en début de carrière, puis je suis comme « Oh my God, ça a pas ri sur ma joke de telle affaire. » Puis là, ça s'accumule, puis je suis comme « Oh mon Dieu, ils maïssent. » Mais dans le fond, c'est juste qu'ils essaient de me comprendre de leur mieux, genre. Ouais. La connexion se fait pas. Fait que c'est de travailler chaque texte pour dire « C'est-tu drôle partout? C'est-tu drôle pour tout le monde? » Le roder, parce que c'est pas parce que c'était drôle au bordel à Montréal, au Jockey, puis à l'Abreuvoir, que c'est drôle à Dolbeau, tu sais. Ouais. C'est juste important de le vérifier, puis ça veut pas dire qu'à Dolbeau, ils pognent pas l'humour, ou, tu sais, tout le monde a l'Internet à cette heure, là, tout le monde pogne l'humour, mais... Même à Dolbeau? À Dolbeau, ils ont le web pis tout, là. Le 5G est déjà à Dolbeau, genre. Ils ont des skidoo, mais ils ont le web, c'est sûr. Ouais. Mais sérieux, en plus, c'est des publics super le fun, puis qui veulent vraiment rire. Fait que c'est vraiment ma job, je trouve, de m'adapter puis de rendre ça le fun pour tout le monde. Puis j'apprends beaucoup dans ces shows-là, que je suis rentrée moins forte. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux adapter pour que tout le monde soit ensemble là-dedans, genre?
Fait que ça, c'est formateur, plus que quand tout va bien, puis là, j'ai Ben standing ouais, ovation, c'est clair. puis comme, yes. Il J'imagine. faut quand même s'adapter, ouais. Ouais. Tantôt, tu parlais de ton vocabulaire en humour. Ça a-tu un lien avec tes études en création que tu as eues au cégep avant de rentrer à l'école? Ouais, clairement, c'est comme le restant de ça, création littéraire au Vieux-Montréal, puis littérature à l'Université de Montréal. J'aime full les mots, j'aime le son des mots, j'aime les définitions, les synonymes. Genre, j'aimais beaucoup Sol, puis Fred Pellerin, donc il y a un peu cet aspect-là qui est resté. J'haïssais tout le côté arrogant de la littérature, puis les grands foulards, puis les recueils, puis les lancements, puis le monde qui se prennent pour Baudelaire, puis ils ont acheté leur propre roman, puis ils traînent dans leur sous-sol. Ça, j'ai moins trippé sur cet aspect-là. Puis je dois dire que ça me déprimait la littérature. Autant j'aimais ça, autant ce que moi j'écrivais, là, mes fictions, mes devoirs, c'était quand même déprimant, tu sais, tandis que... Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est ça, mon jeu littéraire, c'était quand même trash. Mon père, il lisait mes devoirs, puis il était comme, oh boy, ça va. Tu sais, j'avais quand même des bonnes notes, mais c'était bien plus inquiétant qu'autre chose, mes créations. Tu sais, c'était genre Nelly Arcan, puis genre un peu ce côté-là de la vie, c'est dur. Puis ça sortait comme ça en littérature, puis c'était bon ce que j'écrivais, mais c'était tellement noir que c'était pas positif pour moi au final. Mais l'humour, ça a été tellement le contraire de ça, de dire tout ça, c'est drôle, ça peut devenir drôle, puis ça peut être grave. Puis en plus, l'humour, finalement, c'est comme une bonne façon de gagner sa vie à comparer à écrire des recueils de poésie, même si les deux sont le fun. L'humour, c'est mieux payé que les poèmes. Je le dis aujourd'hui, l'humour est mieux payé que les poèmes. À qui en littérature qui va entendre ça? Les jeunes, Reviens-toi de bord. Ça a-tu été difficile justement de faire le switch pour toi, de passer à écrire des affaires comme assez lourdes et tout ça, à écrire de l'humour? Ouais, je pense qu'en impro, je mélangeais les deux depuis comme déjà 10-15 ans parce que je faisais des impros dramatiques. Là, le monde était comme, oh mon Dieu, elle est donc bien intense avec ses rimes. Puis après ça, je faisais des impros drôles, puis des niaiseries, puis des jokes de craque de boule. Puis tout ça, ça cohabitait ensemble, tu sais. Okay. Mais ça a été plus de capitaliser sur l'humour parce que ça me faisait sentir mieux au final de faire rire les gens que de juste écrire sur une feuille puis ça va dans l'univers, tu sais. Mais pour la transition, je pense que ça reste un peu l'humour noir dans mon humour. Puis il faut que je fasse attention à ça parce que moi j'ai le goût d'écrire des bonnes jokes sur des sujets super sensibles, mais faut faire attention, tu sais. Quand je fais de l'humour noir, je veux jamais me rendre quand le public est comme oh, tu sais, le genre de t'allais trop loin ou coudon, tu vas-tu te suicider ou c'est des jokes genre. Ouais, tu veux éviter. Ouais, ça fait du sens. Une joke d'humour noir que le punch rentre pas bien, ça a juste l'air d'un appel à l'aide dans la vie. Fait que c'est vraiment important de maîtriser ça. Que le monde sont comme, ok, elle se déteste, mais c'est funny, on est ensemble là-dedans, pas genre, oh mon Dieu, vas-tu faire une niaiserie à soir? Tu sais, c'est vraiment important de surfer sur cette ligne-là de le mal de vivre en humour. Ça peut être funny, mais faut que tu sois en contrôle de qu'est-ce que tu envoies comme message pour que le monde ait. Faut vraiment que tu sois clair, genre. Exactement, de genre, je m'haïs, mais c'est chill, tu sais. C'est des jokes, justement, là. C'est des jokes, puis aussi, chaque joke sur l'estime de soi, il y a plein d'humoristes qui ont des jokes de ça, et que je suis laid, et que je suis gros. Tu sais, c'est un peu une façon, je pense qu'on apprend à s'aimer là-dedans, le monde rit, puis là, tu fais comme, ben, tout est correct, dans le fond, puis au moins, je suis drôle, tu sais. Il y en a beaucoup de l'humour d'autodérision, c'est populaire, les gens cherchent des gens comme authentiques, tu sais, puis ils se sentent proches de nous à cause de ça. Ouais. Fait que c'est juste des jokes, mais moi, je trouve que ça part de certaines vérités. Tu sais, mettons, Martin Matt, là, dans la vie, il est quand même arrogant pour vrai, là, tu sais. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens. Ah oui? Je sais pas, je pense, là, j'ai vu ça sur Wikipédia. C'est drôle d'être autant arrogant dans la vraie vie quand tu fais des pubs de Maxi, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est vrai que ça va pas ensemble, là. Tu peux pas être arrogant pour faire des pubs pour Maxi, non? Je pense que le personnage de scène, c'est un personnage de scène, mais ça a rapport avec toi des fois, là. Pas pour tout le monde, là. Tu sais, il y en a qui ont 16 personnages avec des perruques, ça, c'est clairement, ils font des personnages différents, mais ton personnage de scène, même s'il est comme, c'est toi dessiné au gros trait, ou c'est comme un zoom sur tes qualités ou un zoom sur ton défaut.
Fait que, tu sais, ça veut pas dire que François Bellefeuille, il est colérique, puis il crie, puis il y a des souris dans ses poches pour des faucons, mais ça veut peut-être dire que dans la vie, il aimerait ça péter sa coche, puis il le fait pas, ou, tu sais, il y a une pulsion en lui, ou, tu sais, Ouais. ça exprime quelque chose d'une façon indirecte, pour moi, l'humour. Donc, c'est pas vrai que les jokes, c'est vrai, mais ça part de quelque chose que tu as envie de dire, pour moi, à coup sûr. Genre. Ok. Là, je trouve que je le voyais à l'impro aussi. Ah, c'est fucking intéressant. Ouais. Du monde à l'impro, que l'impro, c'est la première chose qui te sort de la bouche, puis du monde que ça sortait des phrases, des fois que j'étais comme, man, c'est freudien, là, ce que tu joues un père violent dans ton impro, mais clairement, tu as eu un problème avec ça dans ta vie. Ou, on dirait que ça te sort des choses qui sont tellement vraies, le fait d'être dans le moment présent, puis tout, que moi, je sais que l'humour, c'est pas vrai, qu'il faut pas prendre ça au sérieux, mais je vois la part de vérité dans ce qui sort des gens comme artistes. T'sais. Ok. Ah, il y a tellement d'affaires, mais toi, mettons, ton personnage de scène, t'en as-tu un de défini maintenant que tu dirais, ou t'es pas sûr encore? Moi, ça fait pas longtemps que je fais de l'humour. Ça fait longtemps que je faisais de l'impro. Ça fait au moins 15 ans que j'en faisais. Puis il y avait de la littérature. Puis j'ai fait plein de créations à travers ma vie. Mais le début que je voulais faire de l'humour, puis que je me suis inscrite à l'école, puis j'ai écrit un numéro, c'était comme il y a 2 ans. Fait que c'est comme nouveau, mais c'était tout le temps un peu en train de commencer, tu sais. Ouais. Peux-tu me Ouais, non, relancer mais dans ta question? ma question, c'était juste, mettons, ton personnage de scène, est-tu clair pour toi? Tu sais, est-ce que t'es sur scène ou est-ce que, mettons, tu navigues un peu? Parce que là, justement, tu disais, bon, ça fait pas longtemps que tu fais de l'humour et tout. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que vu que c'est nouveau, on dirait que non, c'est pas 100% défini pour moi. Puis ça vient aussi de l'impro parce que, genre, en impro, tu es polyvalent. Tu fais une impro à la manière de Michel Tremblay, une impro de type que tu fais des punchs avec des coups de sifflet. Puis là, il faut que tu sois comme polyvalent dans toutes sortes d'humour. Donc, je sens qu'en humour, si finalement je suis dans un bar et c'est super vulgaire, là, je vais y aller à fond puis je les ai mes jokes vulgaires. Ouais. Là, si je suis dans une grande salle devant du monde, je vais faire comme Michel douce, version un peu Radio-Canada de quand j'étais à radio, que je sais que j'ai pas le droit de dire pénis. Là. Mais c'est qu'on dirait que le fait que je suis capable de m'adapter à beaucoup de situations, j'ai pas nécessairement mis le doigt sur quelque chose de 100% clair, mais j'ai reçu quelquefois quand même des compliments du monde qui disent on voit que tu sais t'es qui, donc je pense que tu dégages quand même une image, un personnage sur scène qui est assez défini, mais pour moi ça pourrait changer parce que j'aime faire tous les styles d'humour, j'aime les lives avec des perruques d'Arnaud Soli, j'aime les affaires sérieuses, j'aime les chroniques à radio, j'aime la TV, fait qu'on dirait que je m'adapte à toutes les situations le plus possible, mais il y a quand même des choses qui reviennent tout le temps dans mon personnage de rire de moi, un peu genre côté ma tante, vulgarité, aussi taquine, puis un peu la cohabitation de ces deux affaires-là. Fait que ça se décide un peu, mais j'aime ça m'adapter à toutes les situations parce que la job, c'est plus juste faire des choses, c'est aimer l'affaire. Fait que je veux pas choisir une niche nécessairement ou je suis capable de m'adapter, fait que je le fais. Genre. C'est cool. Puis, justement, tu parles de ton parcours en impro, là, puis c'est ça, on aimerait en parler de ça aussi. Tu dis que tu fais ça depuis 15 ans à peu près? Ouais, j'ai 25 en ce moment. Excusez, j'ai de la misère. Avec ton âge. selon mes cartes, j'ai 25. Je me souviens que mes premiers impôts, c'était à 9 ans, puis que j'avais eu un atelier au primaire, genre, puis je me souviens du c'était qui l'a donné tout ça. Puis après ça, j'avais eu comme la piqûre, puis je forçais les autres enfants dans le cours d'école à faire des matchs d'impro. Ça ressemble à quoi de l'impro à 9 ans? Ça doit tellement pas aller loin, là. Ça doit être n'importe quoi. Ouais, c'est dur de construire une histoire. C'est vraiment compliqué à comprendre le mécanisme de construire une histoire à 2 personnes, mais c'est vraiment drôle aussi. Ouais, ça doit être qui sort de la bouche des enfants. Moi, j'ai coaché au secondaire, après ça, j'ai joué au cégep. Okay. J'ai joué dans les bars, puis après ça, j'ai joué aussi en France. Fait que j'ai vu comme toutes les sortes, mais les enfants, c'est drôle le non-sens qui sort, puis il n'y a pas d'histoire qui se construit. Mais ça doit être bon, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'imagine que ça doit être bon des enfants en impro, vu que, tu sais, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais, tu sais, mettons, si on remet ça en impro, ils doivent tellement être spontanés que d'une façon, ça doit quand même être bon.
Ouais, d'une façon, ils se jugent pas. Tu sais, Ouais. qui arrive plus tard dans la vie, l'idée de donc j'ai-tu l'air fou quand t'es ado, t'es comme Ouais, je vais ouais. faire l'impro, je vais m'humilier. Tu sais, les enfants, ils se jugent pas, puis ça sort vraiment drôle. Mais un enfant que j'ai vu drôle en impro, c'est un match avec des aînés. Genre, Maison des jeunes contre les aînés de Laval. Genre, je voulais mourir de rire, là. Des gens de 60, Ah. 65 ans, 70 ans, genre, qui ont fait des impros avec des jeunes. C'était précieux, là, vraiment. Ça doit J'aime être mieux parfait. voir. Moi, dans la vie, il n'y a rien qui me fait plus rire que le vrai monde. T'sais, mettons, les humoristes, je trouve ça drôle, mais un gars qui se filme dans son char parce qu'il n'a pas eu le droit de chier à la pharmacie, ça me fait vraiment rire aussi. Là. Amen. Des enfants, du vrai monde, des aînés qui font de l'impro, ça vient me chercher dans des places qui est 1000 fois plus drôle que n'importe quel Ouais. procédé humoristique ou numéro qui est du génie. Là. Hmm. J'aime le vrai monde, puis c'est pas en jugement que je dis ça. J'aime juste la spontanéité de quelqu'un qui est pas en train d'essayer d'être drôle. Ouais, je suis tellement d'accord. Qui est 1000 fois plus drôle malgré lui. Ouais, Mm. c'est vrai. Puis surtout, genre, j'ai l'impression, je sais pas si t'as voyagé, toi, mais moi, je me rends compte que les Québécois sont un peuple qui est drôle. Genre, naturellement. Tu sais, notre façon de s'exprimer, nos mots, tu sais, le lexique québécois, c'est de quoi, on dirait que, je sais pas, ça nous rajoute une couche de... Tu sais, du monde normal serait drôle. Nous, avec nos expressions, on rend ça encore plus cave. Puis c'est encore plus drôle, on dirait. Tu sais. Ouais, je pense que tu as raison. Puis que, autant dans les films, le Canadien ou le Québécois, ça va être un peu un niaiseux avec un accent bizarre. Ouais. Autant nous, on aime l'humour au Québec. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être comme. Il y a trop d'humoristes au Québec, puis tant mieux pour lui, là, et qu'il voit beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, je pense qu'on aime l'humour au Québec. Avant, là, il y a le COVID, mais le marché de l'humour allait super bien, très en santé, ben, sauf les abuseurs sexuels, mais sinon très en santé comme milieu, très prolifique au niveau de la création et de l'argent. Donc, quand même, je pense qu'on aime l'humour. Puis même des fois, mettons, je parle de mon parcours, puis là, je parle de l'impro, ou je reviens à mes études, mais le début de tout, c'est clairement dans ma famille que mes parents aimaient l'humour. Nous ont mis en contact avec la culture américaine. Je regardais Friends, je regardais Seinfeld. Après ça, j'ai regardé toutes les Whose Line. Ça m'a rendu bilingue, puis j'écoutais de l'humour en français et en anglais. Chez nous, si tu demandais une faveur avec humour, mes parents m'ont montré que tu avais plus de chance. C'était un peu tout ce côté-là de comment se faire des amis ou comment se débrouiller dans la vie. Ça passait par l'humour chez nous, tu sais. Ben oui. Entre les frères et sœurs, puis avec les parents, puis comment demander une faveur, puis comment être drôle. Donc ça, c'était full important dans la famille. Même son père, son humour est dégueulasse. C'est comme ma mère, elle a un humour super vulgaire aussi. Ta mère, c'est vrai? Vraiment beaucoup. Et en plus, elle était comme... elle était docteur en vieillissant. Ma mère... quand j'habitais avec elle, elle était médecin, puis elle a l'humour le plus vulgaire, puis crunch. Elle racontait des chansons cochonnes quand j'étais enfant, là, d'affaires de Napoléon dans son cercueil. Il était bandé comme un chevreau. Elle me faisait chanter ça, elle avait comme 5-6 ans. Là, donc, ça a resté dans mon humour aussi. Là. Je trouve ça funny, de l'humour vulgaire, puis j'en fais encore. Là. Ah, c'est drôle. C'est vraiment cool. Mais c'est quoi... Ben ouais, parce que tu as mentionné plusieurs affaires qui ont l'air à t'avoir inspiré. Tu sais, tu es quand même allé en création littéraire. Il a été quand, mettons, le déclic? Tu savais-tu déjà, avant même d'être à l'université, que tu étais drôle? Que ça travaillais-tu déjà, l'humour? C'est arrivé quand? J'ai comme ma petite limonade. Oh, cool. Cheers. J'ai de la misère à l'expliquer ça parce que c'était comme tout le temps un rêve, mais c'était comme secret. OK. Puis je pensais que c'était un rêve inaccessible. Je pensais que vouloir faire de l'humour, c'était comme vouloir devenir Elvis, là, qu'il y avait peu de chance. Mais je me souviens quand je voyais Louis-José Hood, j'étais comme à la télévision, j'étais comme impressionnée, mais je chantais un genre de chatouillement dans le bas du ventre. Un genre de jalousie pas claire. C'est ça que je ressentais. Mais je savais pas quoi comprendre de ça. Je me disais, ça devait être fou être humoriste. Je fantasmais que je sortais avec le gars qui fait Poudy. J'étais weird, j'aimais l'humour, j'aimais les humoristes, mais je pensais pas que c'était possible.
pour ça qu'au secondaire, j'ai fait de l'humour, j'ai fait du stand-up, j'ai fait du secondaire en spectacle, je me suis rendue loin, mais je l'inclus jamais dans ma démarche de où j'ai commencé l'humour parce que je pensais pas que je pouvais faire ça comme métier. Je pensais pas nécessairement que j'étais bonne. Je trouvais ça stressant de faire des shows. Je connaissais pas le milieu. Puis je pensais que c'était comme une personne sur 1 million qui pouvait devenir humoriste. Ouais. Puis là, finalement, quand j'étais en littérature, puis comme j'ai dit, finalement, j'étais plus déprimée de tout ça. Là, j'étais comme, OK, faut que je fasse un choix, que je suis cette personne-là sur 1 million. Puis que je me crois là-dedans, tu sais, puis que je le fasse. Même si ça fait peur, puis c'est quand même gênant de se planter en humour. Là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ben oui, c'est complètement. constitué de succès puis d'échecs. Fait que là, c'était comme le jour que j'ai décidé à 100%, OK, je pense que c'était ça mon rêve secret. Si je me l'admets, je vais vraiment aller all-in là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que c'est dur d'évaluer comme un début de tout ça. Est-ce que ça a commencé dans ma famille quand l'humour c'est important? Est-ce que c'est parce qu'on aime l'humour au Québec puis j'en ai consommé plein en français et en anglais? Ou c'est parce que finalement, à un moment donné, j'étais comme ah ben oui, ça peut être ma job. Je suis allée voir un orienteur quand j'étais à l'université puis que je filais pas. Puis j'étais comme j'aime l'humour, j'aimerais s'en faire. Puis elle était comme tu connais-tu l'École nationale de l'humour? Puis, Ah ouais, te l'avais-tu dit, ouais? Ouais, carrément. Ça t'a-tu puis... été comme un genre de coup de pied de. Tu sais, si elle me le dit, c'est peut-être. Ouais, un genre de soulagement, mettons. Ouais, c'est peut-être genre valide ou je sais pas. Exactement, ouais. Puis, tu sais, c'était pas comme un test que j'ai rempli, puis là, soit ça allait dire astronaute, soit ça allait dire humoriste. Ouais. C'était comme je suis arrivée. Parce que c'est tout le temps C'était ça. comme moi, j'ai des doutes, je suis déprimée à cause de ça. J'avais écrit sur des feuilles, tu sais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. J'avais parlé de nutrition aussi, que ça m'intéressait, genre, vu que je suis végé, puis j'aimais la course. J'avais parlé de psychologie. Je suis vraiment fascinée par la psychologie humaine. On a parlé de plein de choses, mais ce qui ressortait, c'était que j'avais cette besoin-là de faire vivre les gens, tu sais. Mais oui, après ça a été chaque pas. La réaction des gens était rassurante. Tout le monde autour de moi, ah ouais, l'école d'humour, ben, il était temps. Tu sais, tout le monde Ah ouais. catchait que c'était mon projet avant moi. Puis il était comme, ben oui, ça a du sens. Puis là, quand j'ai été pris, tout le monde était content. Puis quand ça s'est mis à bien aller, tout le monde, on dirait, a cru en moi super vite. Fait que ça, je suis quand même chanceuse et reconnaissante pour ça. Ouais, ben oui, j'imagine. Ah, c'est cool. Moi, je me demandais, avec tout ton bagage scolaire et comme mélange d'impro, puis le fait que tu baignais dans le domaine de l'humour et tout ça, toutes tes idées, ça doit te venir quand même assez facilement. Je veux dire, tu as étudié en création, fait que créer un texte, un number d'humour, ça doit quand même être pas tant difficile pour toi. Je me trompe-tu un peu en disant ça? Non, t'as raison. Puis même, je suis une personne assez vraie. Là. Je suis pas comme un personnage dans la vie, mais je suis quand même tout le temps en train d'essayer de faire des jokes. Là, mettons, même dans la vraie vie où je rencontre, mettons, la mère à Macpo, là, je vais essayer de la faire rire. Aussi, je vais sur une date, je vais essayer de faire des jokes. Fait que j'essaie tout le temps de faire des jokes, puis je pense tout le temps à des jokes. Il n'y a pas vraiment de moment que je m'assois à l'ordi, puis là, j'invente des jokes. Comme, dans ma vie, je pense tout le temps à des jokes. Des fois, je le note, j'écris ou je mets le texte, genre, qu'est-ce que j'ai trouvé de drôle. Puis là, plus tard, je vais aller à l'ordi l'écrire, mais c'est plus un flow constant de jokes dans ma tête que j'essaie de noter les mots-clés pour m'en souvenir, pour mettre le travail plus tard, mais je me mets pas assis devant un ordi avec comme qu'est-ce qui est drôle, genre, on dirait que ça me vient naturellement. Puis aussi, avant qu'on soit confiné, là, j'avais full de shows, fait que j'écrivais beaucoup sur scène. Tu sais, je me disais, je vais faire tel numéro, mais dès que ça arrive fort, je pars en impro dans mon texte. Puis là, je l'enregistre, puis je vais garder qu'est-ce qui était drôle, puis le reste, c'est de la merde, puis on va le piocher, genre. Fait que là, j'aime ça faire ça, j'aimerais ça faire de plus en plus ça. Fait que l'impro, ça a resté ma façon d'inventer. Soit debout chez nous, à être comme faire la vaisselle, à penser à des idées drôles, puis noter. Ou soit sur scène, quand ça va vraiment bien. Là, quand je me plante, je pars pas sur une impro de 20 minutes. Là, sur la joke qui a planté. C'est ça. Je pogne le signal du jeu de décolliste. Mais quand ça va bien, tout le monde t'aime. Là, si je me permets comme de virer en impro, puis souvent je trouve des jokes là-dedans, puis avec la réaction, ça t'encourage. Là. Fait que non, c'est pas dur pour moi de trouver des jokes. Des fois, j'ai trop de jokes, ou des fois, j'ai des jokes pas clairs. Ou des fois, moi, j'ai plein de référents, mais là, personne n'a mon référent. Fait que, tu sais, je suis comme trop créative plus que pas assez. Genre, moi, il faut que je ramène de genre, ça rejoint-tu le monde ou c'est bien trop fucké? Ou moi, j'aime tous les styles d'humour. Fait que là, ça peut être mélangeant pour le monde qui m'aime. Que genre, je travaille à Radio-Canada,
mais je parodie Jackass puis je me tacle le cul de sa table. Ouais, j'avoue que ça fait différent de la soirée est encore jeune quand même. C'est ça, ça C'est quand même surprend. deux Tu m'as registres. découvert à Radio-Can, là, tu t'arrives sur ma page, puis c'est comme des mimes troisième degré, genre des mimes surréalistes qui n'ont même pas de gag. T'sais. Le monde, ça peut les fucker un peu s'ils essayent de suivre une idée. T'sais, le monde aime ça avoir une idée, genre Louis-José, il parle vite. François Bellefeuille, il a des cheveux bizarres. T'sais. Fait que ça peut me nuire, ça, mon amour de toutes les sortes d'humour, mais je pense que ça va se préciser avec le temps. Puis c'est quand même cool d'explorer, vu que j'ai la chance de le faire. Ouais. C'est vraiment cool, maintenant. Fait que l'impro, elle joue une grosse partie dans ta création, mettons, de number ou de ton humour, là, finalement. Même dans ma vie, en fait. Là. Ah ouais? J'y pense. Mettons, dans une entrevue de job avant, l'impro, là, c'est comme écouter les gens puis réagir. Tu pratiques ce muscle-là pendant 10-15 ans. Après ça, tu deviens bon. Genre, moi, je suis quand même bonne pour avoir ce que je veux dans la vie. Puis je dis pas ça pour avoir l'air peurante. Je manipule pas psychologiquement les gens, mais je m'intéresse à la psychologie des gens, ce qu'ils dégagent. Je sais ce que moi, je dégage. Fait que ça donne un grand pouvoir sur les gens qui t'entourent de toutes les façons, autant pour les faire rire, autant pour te débrouiller de façon sympathique dans à peu près tous les contextes. En humour, il arrive plein d'affaires tellement malaisantes. Le show, c'est le fun, mais quand t'es dans un show d'une pizzeria, le public, c'est 2 personnes, tu payes 30$ par un gars bizarre. Il faut que tu apprennes à dealer avec toutes ces situations-là. Ouais. Puis l'impro, ça fait que je fais comme, OK, on vit ça. Si c'est le fun, c'est le fun. Si c'est la pire chose, ça devient une anecdote. Puis c'est resté pour moi cette façon-là de dealer avec tout. Ça me vient de l'impro. Ça m'a servi en impro, ça m'a servi en humour après, mais on dirait que ça m'a juste appris des choses sur la vie, sur pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce qu'ils me disent, puis la force de l'écoute. T'as beaucoup de force quand t'écoutes quelqu'un dans la vie. Les gens cherchent ça, puis souvent les gens cherchent plus à parler qu'à écouter. D'ailleurs, vous êtes des bons écouteurs, les gars. Merci. Merci. Quand même, dans l'autre épisode, je voyais comment vous laissez de la place à l'invité, mais je vois quand même dans la vie que l'écoute, c'est quelque chose d'important en humour, puis aussi pour débrouiller dans la vie, en fait. Ouais. Mais j'avais justement de te recevoir pour ça, parce que je pense que, si je me trompe pas, t'es notre premier invité qui est, mettons, assez calé en humour et en impro. Puis, est-ce que, mettons, tu dirais que l'impro, je pense que tout le monde le sait que ça aide avec l'humour, mais est-ce que ça aide au niveau de cette écoute-là que t'acquiers? En tout cas, c'est vraiment peut-être un préjugé, mais je m'imagine que tu dois quand même être assez, même très honnête envers toi-même quand tu sors de scène. T'sais. Vu que tu as une bonne écoute, tu dois le savoir en tabarnouche. Là, tu dois être juste envers comment que ça l'a été, j'imagine. Ouais, quand même. Moi, je suis dure avec moi-même. Puis j'essaie de travailler là-dessus. C'est comme je suis sévère envers les gens dans la vie. À l'école, je m'exigeais vraiment le maximum dans les notes. Puis tout ça. Fait que j'ai une sévérité. Puis quand je sors de scène, des fois, le monde me dit hey, c'était dans mes hot. Puis moi, je suis comme moi, je me connais. Puis je sais que c'était B plus hot. Puis je me l'admets à ça. Puis je texte à mon gérant et comme ça se été. Puis je suis comme non, je me suis humiliée. J'ai une bonne conscience de ce qui m'arrive. Puis oui, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose. Je parlais d'écoute, le monde sont comme mais c'est quoi le rapport de l'écoute en humour? Tu fais rien que parler, mais non. Il faut que tu écoutes le rire. Ouais. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui s'enregistrent. Puis là, ils n'écoutent plus jamais ce qu'ils ont enregistré, genre. Mais il faut que tu écoutes ce que tu as enregistré, tu écoutes le rire, puis tu te souviennes, puis tu modifies en fonction de ça. Un humoriste qui se plante, ça peut arriver à tout le monde. Un humoriste qui a un mauvais texte, ça peut arriver à tout le monde. Mais un humoriste qui fait 200 fois le même texte, qui ne marche pas bien, puis qui ne le modifie pas, puis qui n'entend pas, dans le fond, que ça ne marche pas bien, là, il va avoir un problème pour la suite parce qu'il faut que tu aies un certain regard. Puis c'est vrai que sur la scène, tu es peut-être dans une transe où tu es vraiment dedans, où tu tripes tellement que tu fais juste le vivre. Mais après ça, tu écoutes ton enregistrement. Sinon, pourquoi tu es en train de roder si tu n'écoutes pas si les gens rient ou non? Il y a quand même un rapport public à avoir. Mais oui, j'ai vu beaucoup d'humoristes qui sont comme, oh mon Dieu, on dirait qu'ils n'entendent pas que ça marche pas ou peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, mais c'est important d'avoir un œil là-dessus parce que quand même le public, c'est comme un dialogue, là, même s'ils peuvent pas vraiment parler.
Ouais, définitivement. Moi, j'ai l'impression là, que le fait que tantôt tu disais que tu étais capable de t'adapter vraiment à ton public, le fait que tu as une bonne écoute, le fait que tu réagis face à ton public, finalement, en gros, tu dois vraiment bien connecter avec ton public, finalement. Oui, parce que c'est exactement ça que je cherche, dans le fond. Ouais. Il y en a peut-être qui ont un numéro plus pratiqué à la virgule, puis ou que le numéro, il marche peu importe ce qu'ils font, ils sont ultra concentrés, mais moi, je dépends vraiment de ça. Si je fais 6 gags, là, puis ça marche pas, puis on est parti pour 30 minutes, ben, je vais en parler là, du fait que vous ne trouvez pas drôle. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas, tu sais. Ouais. C'est tellement drôle qu'on est pris ensemble 30 minutes dans le corpo, puis tu me trouves pas drôle, puis on va en parler, puis je suis dans ton party de bureau, puis que tu me trouves pas drôle. Tu sais, je trouve ça important de connecter avec les gens. Puis là, on repart les shows, là, les shows post-pandémie, puis des fois, on est dans une salle qui peut contenir, mettons, au Lion d'Or, ça peut contenir 200 personnes, mais à cause de la distanciation, puis la vente de billets actuelle, tout ça, on est comme 20-30 personnes. Là. Ouais. Il faut travailler, il faut parler aux gens, il faut que ces gens-là, ça devienne tes 20-30 meilleurs amis. Sinon, ça va être tellement malaisant pendant. Moi, je fais 20 minutes dans le projet parallèle, on fait des 20 minutes chaque humoriste, mettons. Tout du monde de fan neuf tout le temps mélangé à chaque show, genre. Mm-hmm. Fait que, genre, j'aime ça, adresser le malaise, essayer de connecter avec le monde. M'adapter à chaque public, puis j'aime ça les scènes qu'on est proche. Plus la scène est haut, plus t'es loin des gens. C'est une scène extérieure, là. T'es vraiment loin, t'es super haut. Tout ce que t'entends, c'est un bébé qui pleure et un maringouin. Il faut que tu connectes avec les gens, t'as pas le choix. Puis moi, c'est vraiment ça que je cherche dans l'humour. Puis j'aime vraiment ça, faire ça. Même quand il n'y a pas beaucoup de monde, où il y a un défi, où il y a une situation malaisante, je suis comme... De rendre ça chaleureux, ça devient mon défi. Genre, j'aime beaucoup ça, ouvrir les shows pour ça, de dire, OK, vous étiez là, puis je vous ai amené là, puis maintenant c'est chaleureux, même si c'était tough. Là. J'aime ça faire ça, puis c'est clairement ça que je cherche en humour. Puis tu t'arranges comment pour... parce que, tu sais, mettons, hors d'onde, on parlait du Zeppelin, qui est un bar qui est quand même assez... C'est intime, là. C'est facile d'amener ça chaleureux quand même. Puis... Mais tu sais, comment tu amènes, mettons, tu sais, le Zeppelin que tu vas avoir une certaine facilité à aller chercher puis à rendre ça chaleureux. Comment tu fais ça, mettons, quand tu arrives dans une salle genre je sais pas, de 800 personnes, mettons, ou de 1000 personnes. Tu sais, mettons une grande salle, tu prends comment? Tu changes-tu? C'est quoi ta façon de faire? Ouais, il faut absolument changer. Mettons, les salles comme le Zeppelin, qui peut ressembler un peu au Jockey ou à l'Abreuvoir. Ouais. C'est intime, le plafond est bas, c'est sombre, les gens sont collés, Mm-hmm. il y a de l'alcool qui est servi, le stage est bas, puis t'es collé sur les gens. Fait que là, tu joues plus petit, tu peux parler plus directement aux gens, tu peux aller dans plus des subtilités, tu peux être très personnel avec ton rapport au public. Dans une grande salle de 1200, déjà tu changes ta posture, parce que si t'étais comme ça en train de parler au bordel, 1200, il y a quelqu'un qui est là qui a payé 30 piastres. Il faut que tu donnes plus comme ça. Il faut que tu aies une grande confiance en toi. Il y a quelque chose de parler un peu plus lentement ou avec une plus grande conviction dans une grande salle, parce que dans une petite salle, je te dis la phrase, t'es à côté. Tu sais, le micro au bordel, il est quasiment pour décorer. Tu sais. Je te parle là. Ouais. Dans 1200, tes phrases sont claires, tes silences sont à la bonne place. Puis les gestes aussi, c'est exagéré. Là. Au bordel, tu comptes ton anecdote, je lavais mon char comme ça. T'es au Saint-Denis, là, c'est comme ça. Là, puis en le faisant, tu fais comme, mon Dieu, c'est trop bien intense comment j'agis. Mais le gars en arrière, il trouve que c'est un petit geste là, que tu fais. Donc, il y a faut comme zoomer sur le truc à donner plus. Au début, moi, j'étais très... on dit deadpan, tu sais, c'était un peu être sans émotion. Tu sais, je lisais un peu, c'est comme si je fais des liners. C'est des jokes, j'ai pas beaucoup d'émotions, je fais des faces de même. Un peu pince-arrêt, mettons qu'on pourrait dire en français. C'est ça, comme Maud Landry dans ses débuts était aussi plus deadpan. Yannick de Martineau aussi, il est beaucoup plus à l'aise maintenant, il est en impro, puis tout ça, mais au début, tu sais, il faisait très deadpan, puis ses liners, genre. Ouais. Mais dans une grande salle, on dirait que tu peux, là, tu sais, si t'es Frankie, tu restes Frankie, puis t'es fait tes liners, puis il est en contrôle, mais il y a quelque chose de plus à aller donner dans la livraison de ta joke pour que tout le monde qui a payé des billets 30-40$, il y en ait
Juste que pour ceux qui sont assis au balcon, faut que tu donnes plus, puis la connexion est différente. Si tu parles à quelqu'un dans la salle, vraiment dans la grande salle, au bordel, il dit « je suis mécanicien », tout le monde l'entend. Dans la grande salle, déjà, ce qu'il lui vient de dire, il faut que tu le répètes dans le micro, Ouais. parce qu'il n'a pas été entendu. Ben oui. Tu sais, déjà, toutes des affaires de même que tu fais, c'est évident, mais c'est pas si évident que ça la première fois que tu le vis. Genre. Mhm. Fait qu'il y a une grosse adaptation à faire vers les grandes salles, puis autant dans le contenu de ces salles-là, parce qu'on va voir ce qu'on appelle des têtes blanches dans ces salles-là, parce que le prix du billet étant ce qu'il est, ben, t'attires des gens qui ont les sous pour ça. Fait que les étudiants, t'en vois un peu moins dans ces salles-là. Tu vois du monde qui sont game de payer Mhm. 2 billets à 35$ chaque, un souper, la gardienne. Fait que ça te fait une salle de gens plus vieux. Il faut vraiment que tu aies convaincre. Donc, autant dans le contenu des salles, les petits bars sont vraiment différents que les grosses salles, genre, mais c'est le défi là, d'aller faire la tournée, d'aller faire les grosses salles. Ça vient avec des conséquences, d'adapter, d'en donner plus, Ouais. puis de connecter différemment avec l'auditoire. Mais c'est quand même hot, le rire de 1200. C'est malade. Ça doit être, ouais, ça doit être hallucinant. Ouais, ça doit être hallucinant. Mais est-ce que tu changes, ça change, ça te rajoute-tu de la pression au niveau de comment, mettons, tu évalues tes jokes? Parce que, mettons, si tu écris, mettons, un number, puis tu dis, hey, je m'en vais le présenter au jockey. C'est bon, c'est un bar, il y a un nombre quand même réduit de personnes, versus que tu dis, hey, là, ce number-là, il est-tu prêt à faire le Saint-Denis, là, tu sais? T'as-tu une pression? Y a-tu quelque chose qui change au niveau de comment t'es vis-à-vis le number de. Et fuck, ok, je sais que c'était correct pour l'abreuvoir, là, mais là, tu sais, Albert Rousseau, c'est peut-être une autre affaire. Ouais, mais des fois, c'est toi-même qui te juge. Là, c'est ça qui va comme causer le malheur. Moi, des fois, je suis comme une grosse salle où je pense que le monde est vieux, puis là, je suis comme, ah mon Dieu, ils vont me juger sur mes jokes de potes ou ils vont me trouver vulgaire. Fait que là, moi, je me juge, fait que je suis moins confiante, fait que je suis pas drôle. Fait que là, c'est comme toi-même qui t'es auto-saboté là-dedans. Mais oui, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses, là. Tu sais, l'open mic du bordel, là, ça peut vraiment être comme un mauvais indicateur, là. Tu fais ta V1 là-bas, tout le monde est sous, il est 11h du soir, t'es un génie, genre, le monde capote. Genre, de là, t'es comme, ouais, je suis Louis C.K. Tu penses que t'as trouvé le numéro, puis là, le lendemain, tu le fais à une autre place, tu fais comme, oh, ok. Tu sais, fait que je pense qu'il faut prendre la part des choses, puis le contexte de chaque affaire. Mais quand t'es rendu à grande salle, ton numéro, là, tu l'as fait 100 fois, tu sais. Tu l'as fait dans plein de lieux différents, plein de contextes. Puis là, tu sais qu'il est drôle partout, puis qu'il est rodé. Quand tu arrives en gala ou en captation TV, là, tout est bizarre. Il y a une caméra dans ta face, il y a un régisseur, puis il est bête. Le monde dans la salle, ça fait 30 minutes qu'ils attendent parce qu'il y a un test d'éclairage. Fait ces conditions-là, il faut que tu aies ton numéro, pas juste dans la tête, mais comme dans le corps. Là, tu l'as fait fucking de fois ton numéro, tu sais que peu importe ce qui arrive de bizarre dans le gala ou dans l'émission de TV, ça va sortir, tu vas être béton, tu sais. Fait que il faut que tu aies l'attitude puis le rodage qui vient avec ces grosses salles-là, mais c'est sûr que tu as ça en tête, puis jamais cessé à voir quand ça a marché un soir dans un bar. Des fois, il y a de la magie qui se passe, là. Des fois, tu étais juste confiant. Des fois, tout le monde était chourette. Des fois, c'était juste fucking bon, puis c'est vrai, mais faut se méfier quand même de... Quand c'était juste une fois, faut retester. Ouais, c'est intéressant. Tu es quand même assez actif aussi là, au niveau des réseaux sociaux, on en parlait un petit peu tantôt, mais tu fais des memes, tu fais des capsules, tu fais plein d'affaires de même. Donc, je me demandais, est-ce que tu te prépares de la même manière un peu que comment tu fais tes stand-up, justement, parce que c'est pas nécessairement les mêmes thèmes abordés. Comment ça se passe au niveau de la création de ces autres projets-là, mettons? Je dirais que pour moi, c'est un peu en lien. Des fois, ça peut ressembler à un truc sur scène, mais les mimes et les idées de web, genre, je les note à mesure, j'ai comme une longue liste. Dans le temps, je reviens à ça. Puis ça a été aussi dans le sens de à quel point j'ai appris des ressources. Au début, je capable de faire des statuts, parce que tout le monde peut faire un statut. Puis là, après ça, j'ai appris Photoshop. Puis là, je peux me coller avec un six-pack. C'est malade. Ça a changé ton humour. Yo, Brésil, les gars, là, je peux me coller sur n'importe quel corps. J'aimerais vraiment avoir ce skill-là. Moi, je fais j'ai Photoshop Express sur mon cell. Puis genre, la seule affaire que je suis capable de faire, c'est comme coop automatique. Puis asti que c'est laid, là. Ça coop jamais à bonne affaire. Ça sélectionne un bout pas rapport
autour du décor. Ouais, ça pogne, genre, le truc que tu tiens dans tes mains, pis t'es comme, c'est pas ça que je voulais, quand je voulais ma face. Tu sais, avant, j'étais quand même déterminée. J'avais un déni, puis là, j'écrivais, genre, à Jean-Michel Martel, mon ami Maurice, j'étais comme, là, man, je vais te donner 20$, colle ma tête qui sort d'un cul. Tu sais, genre. Ah, c'est parfait. Là, maintenant, j'ai appris. Puis d'ailleurs, si t'as besoin, Léonard, je te fais tout ça, hein, n'importe quel Ah ouais, pour montage. vrai? Ah, nice. Appelle-moi, man, je te Photoshop, mon gars. Mais donc, Je note ça ça. a un peu... ça a un peu progressé avec mes compétences. Puis la Ouais. vidéo aussi, c'est avec mon ami Maxime Auclair, qui est un vidéaste, qui est bon avec la caméra, qui va faire du montage, du son. Fait que, tu sais, à force de développer des ressources, là, j'ai commencé à faire plus de mimes. Après, j'ai commencé à faire plus de vidéos. Mais ça reste plein d'impro, des affaires désorganisées, là, tu sais. Puis j'accepte ce côté-là de moi. Des fois, je suis quand même rigoureuse puis je passe plein de temps à faire de l'humour. Ben, des fois, je fais comme... Je l'ai, mon idée, tu sais. Pars la cam. Tu te fais confiance. Puis mon caméraman, il est drôle, puis il a fait de l'impro. Fait que même lui, des fois, il m'a suggéré des affaires, puis comme... Ben oui, c'est drôle, ça. Puis on est vraiment une équipe ensemble. Ah, c'est marrant. C'est vraiment cool. Mais ouais, mais c'est vrai que ça pêche. Tantôt, on parlait de ça, puis ça me faisait penser à ça. Je me demande si maintenant, il n'y a pas cette espèce de trucs-là que peut-être que les gens aiment, puis que les humoristes ont plus envie d'aller de. Les personnages sont. J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont de plus en plus proches de la personne qui le fait. Tu sais, mettons, comme. Tu sais, toi, tu disais, tu sais, c'est assez proche. Mais c'est vrai, tu sais, mettons, faire des podcasts, là. Tu sais, c'est le genre d'affaire que tu y penserais, puis tu ferais comme. Mais non, c'est trop con, tu sais, je ferais pas ça. Puis après, tu fais comme. Ah non, mais c'est peut-être. Non, c'est. En fait, non, c'est hilarant, tu sais. Puis finalement, tu le fais, puis comme de fait, c'est hilarant, puis le monde, il se rend compte que. Tu sais, ouais, c'est ça, c'est vraiment relié à toi, là. Ça vient de ton cru au plus profond, là, tu sais. Ouais, puis aussi, je trouve que chaque idée peut devenir n'importe quel format dans la vie. Sur ma liste de web, j'avais écrit podcast à un moment donné. Okay. Pour moi, je pensais que c'était juste mettre un chat derrière un micro pour faire comme une photo ou un gag. Okay. Pour moi, c'était un jeu de mots. Ah, puis c'est Maxime, mon caméraman, qui était comme non, mais attends, on met les chats devant le micro, puis on fait un doublage, tu sais, puis c'est devenu ça. Mais tu sais, chaque idée peut être un statut, peut devenir un numéro. Finalement, c'est un 5 minutes, c'était peut-être un 15 minutes. Finalement, c'est peut-être un show complet, ou c'était juste un gif, ou c'était la pire idée. Tu sais, toutes les idées ont un potentiel d'être ce que tu veux faire avec. Fait que ça, je trouve ça cool que des fois, je note des idées. Puis des fois, même, je le mets aux poubelles. J'ai déjà filmé des vidéos complètes, montées, puis j'étais comme, finalement, c'est pas bon. Genre, j'avais une idée de faire un. Tu sais, sur Internet, il y a comme des cam girls, là, qui est comme du porno un peu sur demande. Là, puis une fille cochonne à qui tu peux. Comme, en tout cas. Je trouvais ça drôle, une fille qui fait ça, mais elle fait juste des pets avec de la glu, là, tu sais. J'ai filmé ça, finalement, c'était zéro drôle, tu sais, ça marchait pas pantoute comme idée, c'était juste une idée dans les faits qui était pas si marrante, là, mais j'aime ça de tester ça, puis le truc, c'est de le faire. Je suis comme, au pire, je fais toutes mes idées, puis au pire, je le mets à la poubelle, mais ça va amener à une autre idée. Puis c'est ça que ça a fait le confinement, d'être comme, OK, j'assume tous mes styles, j'essaie des affaires, puis je vois qu'est-ce qui marche. Le monde sur Internet, ils peuvent soigner là, quand ils sont tannés. Là, fait que le monde qui aime ça, ils sont contents. Les autres, je m'en fous. Ouais, les autres, ils commentent, mais on s'en calisse. C'est ça. La vidéo ta vidéo de la prof de théâtre déprimée, c'est-tu un fait vécu, ça? Ou c'est une prof comme ça? Moi, mes profs étaient super doux, mais je dois avouer que moi, j'ai un peu... ça, c'était genre moitié impro, moitié scripté avec mon complice, mais il y a du monde qui m'ont écrit que c'était drôle, mais du monde qui m'ont écrit qu'il était prof et que c'était accurate, tu sais, que c'était vraiment plus de la réalité. Moi, j'étais comme, mon Dieu, je voyais ça quand même exagéré, mais il y a quand même des gens qui ont trouvé que c'était comme une bonne représentation de ce qu'ils avaient vécu, parce que c'est vraiment pas facile à enseigner devant une caméra quand t'es pas habitué. Puis il y a même une fille, pour le podcast, je voulais faire un public de petits chats comme en feutre, c'est comme des plans de public, là, vous allez voir. Le public commence à apparaître dans l'épisode 2, puis il y a des questions du public et tout. La fille qui fait les petits miniatures de chats, ça vaut vraiment cher, ça, des petits chats miniatures comme ça. Sur Etsy ou des sites d'artisanat, ça peut aller de 100$ à 200$, un petit chat en feutre. Okay. Fait que là, je disais, fais-moi un petit public de 10 chats, s'il te plaît. Puis là, t'es quand même, je suis prof d'art drame, j'ai aimé ta vidéo. Fait que j'étais capable, c'est drôle, la coïncidence. Puis j'ai dit, hey, les petites figurines que tu me fais, ça vaut cher. Elle était comme, oh my god, justement, je suis tannée de ma job, tu sais. Je suis prof d'art drame, puis je suis fucking tannée, tu sais, donne-moi pas le goût d'émissionner. Puis j'étais comme, en tout cas,
il y a du cash à faire avec tes mini-chats si jamais Oh. c'est un burn-out, là. Mais c'était drôle la coïncidence qu'elle avait vu la vidéo. Finalement, elle va me faire un public de chats. Ah, c'est malade. C'est cool, ouais. C'est Mais vraiment. moi, personnellement, j'avais trouvé ça vraiment drôle, mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que je me suis dit, ben, tu sais, oui, ça avait l'air exagéré, mais je m'imaginais très bien que ça pourrait être comme quelque chose de réel aussi, tu sais. Fait que j'étais comme, écoute, t'as-tu une prof d'art drame qui était de même, genre, qui était comme vraiment écœurée, pis tout, pis genre, tu sais, le bout, est-ce que tu dis, je me souviens plus exactement comment t'avais dit ça, mais tu parlais que, genre, la plupart, il y avait des gars dans ton cours qui s'en foutaient, puis qui voulaient juste, genre, aller jouer au soccer ou quelque chose de même, là. Ça, j'avais trouvé ça tellement puissant, là, parce que, en tout cas, j'ai déjà vécu ce genre de situation aussi. C'est vrai qu'il y a toujours une gang qui veut juste aller faire du soccer. Ouais, c'est ça. Tout le temps. C'est tellement triste quand tu donnais un atelier sur quelque chose qui te passionne. Là, les jeunes avaient le choix, mais t'étais le dernier choix. Ouais. On dirait, ça, tu vois, c'est en impro que c'est sorti, mais tantôt on parlait d'affaires d'impro qui sortent, qui ont comme un lien avec la réalité. Genre, je sais pas comment mon personnage pète une coche à propos de la pension alimentaire, mais chez nous, ça avait été un issue, ça. Fait que je suis comme, clairement, ça a sorti en impro, mais ça vient de là, ce référent-là. Fait que c'est drôle, les affaires qui sortent un peu out of nowhere, là, même si j'avais une petite idée de ce qu'elle allait dire. Ça aussi, c'est sorti de l'impro. Il avait choisi soccer, parce que moi, ça me faisait rire, mais c'est niche Ouais, c'est un drôle. peu. C'est drôle. Ah, c'est cool. Mais je veux revenir sur ton parcours un peu d'aller en création littéraire, puis après ça, t'inscrire à l'École nationale de l'humour. Ça a-tu été. C'est quoi que ça a fait, mettons, l'École nationale de l'humour pour toi? Ça a-tu été une validation de. Tu sais, une fois que tu as été accepté, vu que ça te trottait, puis c'était un peu un rêve secret, ça a-tu fait comme. Ok, ben dans le fond, peut-être c'est vraiment possible. Ça a été quoi pour toi, l'école? Ouais, l'école, ça a vraiment été de la validation, quasiment tout le parcours. C'est sûr qu'il y a des moments que aussi les profs veulent pas que tu te sentes trop validé, tu veux pas être tout le temps trop valorisé, puis là, tu penses que tout ce que tu fais, c'est merveilleux, mais c'est sûr que j'étais full valorisée là-dedans, autant dans mes notes que comment j'étais traitée, comment mes vendredis, qui est comme les numéros de chaque semaine, étaient reçus. Mais aussi, j'étais full impliquée, là. Moi, je suis la pire fatigante là, à l'école. Là. Je veux avoir un collant, là, j'ai tout lu d'avance, puis j'ai mon do time, puis je suis présente, puis j'ai une question, tout ça. Là. Oh my God, C'est une bonne élève. C'est comme ça que j'ai fait l'école, en étant 100% dedans, en étant vraiment impliquée, puis en ayant vraiment mon rêve, là, tout le temps visible pour moi, puis que mes buts soient clairs, mais aussi ça m'a donné de l'humilité l'école. Des fois tu rates, des fois t'es pas drôle, des fois tu te fais dire la vérité, puis ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est clair. Fait que c'est sûr que l'école, ça m'a validé, mais tout m'a validé depuis que j'ai commencé. Autant j'ai eu des échecs, autant j'ai toujours eu du monde qui m'a encouragé. Même quand tu penses que tu fais le pire show de ta vie, tu reçois un petit message. Hey, c'était cool ton show, je te connais pas, mais c'est hot, lâche pas. Fait que j'en ai vraiment toujours eu plein de validations, puis ça m'a poussé là-dedans. Mais l'important, c'est que toi, tu y crois, parce qu'il va toujours avoir de la validation, puis le contraire. Des fois en grande quantité, des fois juste un peu, mais tout le monde reçoit des bravos, puis tout le monde reçoit de la haine. Puis plus tu deviens connu, plus ça devient pire. Là. Hey, moi, en tant que femme, là, si je deviens connue, là, je vais recevoir des messages de Chantal. Là, tu es très vulgaire et ton linge est mal choisi. Tu m'en calisse de ces gens-là. Fait que ça vient un peu avec le fait d'avoir des validations. Tu vas te retrouver avec un grand nombre de followers ou un plus grand public. C'est là que va venir aussi de la haine puis de la critique. Fait que faut que les deux ne t'atteignent pas, idéalement. Si tu gagnes un gros prix, ça devrait te faire rien. Puis tu te fais dire que t'es une sous-marde, ça devrait te faire rien. C'est comme ça que tu apprends à dealer avec ton ego puis à te sentir bien là-dedans. Mais personne n'est parfait. C'est normal qu'un compliment, ça nous flatte. Puis c'est normal que c'est dur d'entendre tes pires défauts. Mais il faut trouver l'équilibre dans l'ego. Puis être humoriste, ça te force à ça. Parce que soit la tête t'explose, soit t'arrêtes pas de te taper dessus avec un marteau, mais faut que tu trouves l'équilibre là-dedans. Des fois, je suis drôle, des fois, je le suis pas. J'ai ma place, c'est ma job, puis les commentaires, il faut que ça te glisse dessus parce que t'as jamais fini de lire des commentaires. Ouais. Ah, c'est clair. Mais surtout que toi, dans ton cas, ça s'est fait. T'as quand même été. Ça a été vite quand même après ta sortie de l'école là, que tu as commencé à être connu plus puis à faire des projets comme tu sais à la télé puis des affaires de même.
Ouais, exact. J'ai eu un mélange de mon côté travaillante, d'être toujours disponible aussi à l'impro, c'était ça, genre, viens-tu remplacer où j'arrive? À l'humour, c'est ça, là, tu sais, oh my god, tel humoriste, la chiasse, là, j'arrive en 20 minutes, je suis comme, je m'en viens remplacer. Mm. C'est pour ça que j'habite à Montréal aussi, à 10 minutes de, tu sais, plein de salles pour être, genre, tout le temps ready, là. Faut tout le temps que tu sois là au début, là. Toujours Ouais. prêt comme un scout. Ben oui. Fait que ça m'a amené du succès, mais j'ai aussi plein de chances tout le long de ma carrière. Genre, mes contacts d'impro qui sont en humour, genre, m'ont donné des chances. J'ai pogné un super bon gérant rapidement. J'ai juste été chanceuse pour plein d'affaires. Puis c'est pour ça que je fais du web, là. Des gens qui peuvent voir un podcast, des gens qui peuvent voir une joke, puis ça leur fait penser à toi. Puis finalement, ils te mettent dans un autre projet, puis là, tu dis oui, puis là, finalement, tu rencontres une nouvelle personne. Là. Tout ça, ça compte, puis c'est pour ça qu'il faut pas lâcher, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va être ton big day, là. Ouais, T'as juste à ouais. continuer, puis... Ouais, fait que j'ai l'impression que j'ai eu de la chance, puis c'est pour ça que ça a été vite. Puis aussi, ils veulent plus de monde en humour, qui sont comme authentiques. Ils veulent aussi mettre plus des femmes de l'avant, donc d'un côté, c'est une réalité pas facile. D'un autre, ça a été comme un accélérateur pour moi, genre. C'est les deux en même temps, là. Ouais, c'est vrai, il y a ce genre de dualité-là, un peu. Ouais, c'est ça. Les deux statements sont vrais. C'est plus difficile d'être une femme en humour parce que des fois, il y a des situations vraiment intenses de sexisme ou du monde qui sont carrément bizarres, mais c'est facile d'être une femme en impro parce que là, maintenant, c'est à notre tour, on se fait donner une voix, on se démarque, on prend notre place, puis plus il y en a, plus on inspire les autres à la possibilité que tu peux faire de l'humour, tu sais. Ouais. Ça, c'est comme une roue qui tourne, puis c'est positif, je pense. Définitivement. Ben ouais. Ah, c'est clair. Ah, c'est cool. Puis je voulais savoir, au niveau, mettons, de tes inspirations, que ça soit autant des gens ou, mettons, tu sais, tu disais tantôt que tu crées en partie sur scène, puis que, bon, ton bagage en impro t'aide énormément, mais mettons, ce qui est plus à l'écrit ou de ce que tu as remarqué, mettons, de quand tu crées, que ce soit en impro, as-tu des environnements qui se répètent, que souvent, quand je suis dans cet environnement-là, j'ai tendance à avoir une créativité qui est plus florissante, ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? C'est quoi, à ce niveau-là, ton parcours? Je vais répondre en deux sujets à ta question. Je remarque que quand je fais une activité, là, je deviens très créative. Souvent dans ma course à pied ou au gym, quand j'allais au gym, parce que là, je ne peux plus vraiment. Ou quand je fais mon ménage ou ma vaisselle, là, ça va être là que, comme l'activité principale est faite, il y a de la musique aussi dans mes oreilles, là, je pense à des jokes, puis je me texte ou je me note les mots, tu sais. Fait que souvent, ça va être dans ces tâches-là, ou juste avant de dormir, c'est comme un classique, mais ça me vient, puis là, je me texte, puis le lendemain matin, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est écrit genre chaudron, huile essentielle, sorcière, je comme des idées, j'essayais de me texter, là. Des idées de nuit, c'est pas clair, là. Mais genre, Max, c'est ça pendant ma course à pied ou pendant que je suis au gym ou pendant que je prends des longues marches, peu importe. Là, c'est là que mes idées viennent à travers la musique, mes réflexions. Puis souvent aussi, je fantasme dans ces affaires-là. Je fais de la visualisation de toutes sortes d'affaires. Je fais un show devant 10 000 personnes. Je gagne un Olivier, je fais un backflip, je sors avec Brad Pitt. Je fantasme toutes sortes d'affaires positives à mon goût. Puis souvent, après ça, ces choses-là, je réalise, sauf le but de Brad Pitt. Là. Fait que t'es capable de faire un backflip en masse. C'est ça, j'y ai tellement rêvé il y a vraiment un peu. Cool. Non, mais j'aimerais ça aller dans une place qu'on peut, tu sais, comme c'est plein de trampolines intérieures. Ah ouais, Ice Out? Ice Out, c'est ça, j'aimerais ça. Si ouais, dans gros spot. ou quelque chose, on voit ça, les gars. Gros spot. Fait que ça, c'est l'environnement qui me rend créative. Ça, puis l'environnement de show puis de match d'impro, évidemment. Quand je reviens du show, quand j'y vais, quand je le vis, tout ça, ça me lance dans mon matériel puis ça me rend créative. Pour les inspirations, je pense que c'est vraiment que je suis une éponge puis que je suis inspirée de tout. Puis je le vois des fois dans les commentaires sur moi, je trouve ça positif. On dirait que le monde dit un rien t'inspire. Peut-être que c'est pas positif, ils sont comme voyons, on s'en calisse, mais tout m'inspire. Tu sais, mon amour de la littérature, j'ai gardé tous mes référents de là, tout comme je disais tantôt, Fred Pellerin, Sol. Même le côté sombre qui a pas l'air humoristique, mais que j'aimais bien lire de Marguerite Yourcenar aussi. J'ai aimé Simone de Beauvoir. Puis là, c'est comme
ça a l'air bizarre, ça n'a pas l'air humoristique, mais ça trouve son sens là-dedans. Mais j'ai aimé aussi beaucoup les films avec ma famille, la culture américaine, comme je disais, tout le stand-up américain que j'ai écouté. Le stand-up français aussi, j'ai écouté comme tout Dieu donné. Puis je faisais pause, puis quand je comprenais pas le référent, j'allais chercher c'était quoi, de quoi tu parles. Tu l'as étudié, je là. faisais ça pour en anglais aussi. Ouais, ben, on dirait que j'avais une curiosité pour tout, puis je retenais les affaires. Puis en impro aussi, il faut que tu saches tout et rien, parce qu'il y a une catégorie à la manière d'Unité 9. Fait que tu l'as pas vu, mais c'est quand même toi qui fais le personnage principal. Et après ça, on fait à la manière d'Inception. Fait qu'il faut un peu que tu saches tout, surtout, mais ça se peut que tu te fasses pogner, là. Mais moi, j'ai déjà l'idée des impros sur des films que je n'avais pas vus, là. Mais j'ai fait 7 impros de Titanic, 4 de Inception, les Boys. C'est comme, faut que tu connaisses un peu tout en impro. Fait que ça a vraiment rentré en moi toutes ces influences-là, les différents styles, les ambiances qu'on peut créer. Puis c'est sûr qu'en humour québécois, ben là, j'ai vraiment des influences. C'est sûr que j'ai grandi. La période où José Hood, Martin Matt. Mais je sens beaucoup aussi que j'ai des influences comme Sam Breton, Yannick Demartino, Mehdi Boussaïdan, Rosalie Vaillancourt, cette génération-là aussi, un peu de humoriste improvisateur. Là. Ouais. Fait que tout ça m'influence beaucoup, mais ça fait comme une grosse soupe. Fait qu'au moins, je ressemble pas à une personne. Je pense que je suis assez unique. Mais quelqu'un qui me connaîtrait vraiment bien verrait un peu toutes ces influences-là se mélanger dans mon humour, en fait. Ouais, je comprends. J'avais une question, ça n'a pas rapport vraiment avec l'humour, mais plus avec la création en général, parce que tu es juste une personne vraiment très créative, là, de ce que je comprends. Puis je me demandais, est-ce que tu continues de faire tes créations comme tu faisais avant de faire de l'humour? Est-ce que des fois tu écris des poèmes, mettons, ou genre des affaires plus sombres et des affaires de même qui sont pas de la comédie, genre? Très peu. Ouais. J'écris plus vraiment de la fiction, de la littérature, de la poésie. J'essaie de mettre mes énergies en humour. J'ai encore un amour pour toutes les formes d'art, puis je les consomme. J'aime aussi comme la décoration intérieure, Instagram, prendre des photos, des affaires un peu connexes qui sont artistiques, mais non, j'écris plus de littérature parce que je suis pas assez bonne. Ça paraît que j'en ai des lacunes au niveau scolaire de tout ça. Je l'ai pas fini mon bac en littérature. Fait je trouverais ça cringe là, d'écrire un roman. D'ailleurs, j'en ai des affaires gênantes dans mon ordi. Là. Mon premier roman, c'est une science-fiction pas claire où on peut voyager dans les rêves. Puis la fille, elle tombe en amour avec son psy, puis ils sortent ensemble dans son rêve. L'affaire, c'est quelque chose d'unique. Une histoire jamais vue. C'est comme Black Mirror, mais pas bon. Mais j'ai ça fait que, j'ai l'impression que ça serait cringe un peu si je faisais ça, mais c'est pas exclu. J'écris encore bien. Des fois, j'écris des courriels à des gens qui sont comme man, ça va tes affaires au plaisir, là. Madame, mon agence, c'est comme tu peux me dire hein, mais tu sais, je suis comme j'écris des courriels de même à mon père, là. Je suis comme cher papa. Suite à notre discussion, il m'apparaît évident. Tu sais, je suis comme j'aime encore les mots, puis peut-être que ça aurait du sens plus tard, mais ça prend de belle confiance, je pense, pour sortir sa plume, puis j'apprends encore à me connaître. Si je mets beaucoup d'énergie sur l'humour, tu sais. Puis avant, je mettais beaucoup d'énergie sur l'impro. Je faisais 5 soirs semaine. Je me donnais, tu sais, j'ai un petit côté obsessif, mais tu sais, axé sur mon travail qui est normal. Des fois, les humoristes, on travaille plus que du monde qui travaille 40 heures semaine. Puis des fois, on travaille 4 heures semaine, puis on est dégueulasse, mais les deux, c'est chill, I guess. Ouais, vraiment. Ouais. Ben, ouais, c'est clair. Je pense que c'est travailleur autonome, là, en fait. C'est ça, une semaine, ça peut être 2 heures, puis l'autre semaine, c'est 80 heures. J'ai un problème comme penser ma chatte me réveille le matin, elle me frotte les orteils. Là, j'ai lu un peu. C'est un vrai problème, ça fait super mal. Aïe. J'ai lu un peu là-dessus, tu sais, comme sûrement que sa musique, elle veut que je la nourrisse, mais tu sais, les poules sont comme pleins, mais elle veut que je la nourrisse par-dessus. Mais elle dit peut-être qu'elle voit que je travaille autonome, puis qu'elle est comme, hey, là, il est 11h, fais quelque chose. Ouais, c'est ça. Cette semaine, t'as fait 4 heures, fait que là, fuck, là. Commence pas. Là, t'es plus sur la PCU, fait qu'elle m'a tes pieds. Commence pas à faire chier. C'est drôle. Puis, comment la reprise? On en a parlé un petit peu tantôt. Tu sais, t'as recommencé à faire des shows avec le groupe Fana. Vous faites des... j'ai oublié le nom, c'est con.
Projet parallèle. Ouais, merci Sacha. Ouais, projet parallèle. Puis. Bon, comme nom, ça, on dirait un peu un musical avec des autistes. Projet Ouais, Ah, ben oui. Oui, c'est vrai. Ma mère, elle enseignait des études, je vais y proposer pour sa classe. Mais. Nice, on fait un partenariat. Projet, ouais, groupe Fanef, puis. puis l'école. Mais, ouais, comment la reprise pour toi? Tu sais, parce que ça tue été tough pour toi, mettons. Ben, j'imagine que ça devait faire quoi? Peut-être 3 mois, 4 mois que t'avais pas fait d'humour? Il était comment le retour de. Hey boy, ok. Le retour a commencé quand même tranquillement, tu sais, au sens que pendant le confinement, j'ai eu quelques projets Ok. de genre tourner une capsule pour les jeunes. On tournait aussi des corpos avec Fanef, donc quelqu'un vient filmer chez nous avec des masques et tout ça. Ok. On envoyait pour que ça soit comme un corpo ailleurs. Même avant je fais mon numéro de la Diva Cup qui parle de ma Diva Cup. Puis là, ils me disent le corpo, c'était pour un souper au mort. Fait que là, j'avais comme l'image, les gens en train de manger du homard, puis c'est comme voici le show d'humour, puis c'est une vidéo de moi qui parle de ma Diva Cup pendant que tu fais ton homard. J'étais comme, oh my god, ça devait être le fun, le party. Mais fait que j'avais quand même eu des contrats pendant le confinement, donc c'est sûr que c'était arrêté au sens, on n'était plus sur le beat de 6 shows semaine, on n'était plus comme dans le beat d'humour, mais j'avais un contrat d'écriture aussi pour quelque chose, puis ici et là, moi, je me suis créé des opportunités sur le web plus. Mais la reprise, c'est vraiment tranquillement, tu sais, c'est pas comme le beat d'avant. Les shows parallèles, c'était super le fun. Le premier, c'était stressant, j'étais full stressée. Il y avait moins de monde dans la salle. Il y avait aussi comme le chef de ma boîte de gérance, Benjamin Faneuf, il y avait Louis-José Hood, il y a tout ça en même temps, je suis comme, mon Dieu, ça m'a stressée, puis j'étais rouillée, puis tout le monde était rouillé, c'était comme... Il fallait juste réapprendre à faire un show d'humour tout ensemble. Mais dès le deuxième, j'étais comme, c'est chill. Puis là, j'aime ça d'en faire des shows de projets parallèles. Puis j'aime le défi là, de la distanciation. Puis faut rendre ça sympathique, même dans le contexte. Mais ça va bien la reprise. De mon côté, je suis aussi dans 2, 3 trucs télé que je peux pas te dire. Avant, le monde me gossait quand il était comme j'ai plein de projets, mais je peux pas dire. Puis là, maintenant, je suis rendue cette personne-là. Je serais pas celui qui va te faire chier. Là. Ouais, dis-nous là à nous. Non, on respecte ça. Ouais, c'est ça. Non, fait que ça aussi, ça reprend les tournages un peu dans des contextes vraiment intenses. Là, tous les masques. Là, lui, il va te désinfecter le micro. Là, il va te donner le micro. Là, tu tournes, t'enlèves ton masque. Là, tu rentres. Là, on part la toune. C'est vraiment comme méga COVID tournage, là, mais ça repart ça aussi. Mais c'est sûr que c'est plus long, le monde qui avait pas tout le temps des shows, ou qui ne bouquait pas à chaque jour, c'est plus long. Là. On peut pas en inventer des shows, il y en a pas tant. Il y a des shows de parc qui commencent. J'ai fait aussi le show devant des chars à Terrebonne avec du monde qui me klaxonne. Ah, cool! C'était comment ça? Flash les autres. Oui, c'est ça. Ah, nice. Comment ça c'est s'appelle comme encore? une reprise tranquille, quand même. Plusieurs. Moi, j'ai fait pour la ville de Terrebonne, mais il y a aussi Ce soir on char, puis Fauve, qui est deux festivals différents de trucs de char. Fait que ça reprend quand même tranquillement, puis dans toutes sortes de contextes full bizarres, mais comme je disais tantôt, je m'adapte comme à l'impro, puis je me dis, oh my god, c'est un peu drôle tout ce qu'on vit, puis j'essaie de m'amuser là-dedans. Puis t'as une belle force en ce moment avec l'impro, justement. On dirait que c'est comme la pire impro en ce moment, la pandémie, tu sais. C'est un contexte de qui, fait que t'es obligé de... Ouais, c'est une belle force d'être bon dans le exactement. Mais tout le monde a comme cette chance-là d'essayer de trouver quelque chose de positif là-dedans, mais c'est sûr que moi, j'avais de l'aide de mon équipe, ma famille, mes amis, fait que ça m'a pas mis dans une bonne position, mais je comprends que c'est pas facile pour tout le monde qui ont perdu leur show ou qui avaient des contextes difficiles. Quand même intense qu'est-ce qu'on a vécu, mais on dirait que pour moi, ça a tourné positif. Ben, tant mieux. Ouais, tant mieux. Mais ça. Écoute, moi, je sais pas toi, Sacha, moi, j'avais une dernière question. Ça pique ma curiosité parce que tu parlais que pour toi, l'humour, pour toi, c'était un peu un rêve secret puis tout. Tu dirais que, mettons, je vais essayer de faire ce cool, mais mettons ton rêve ou ton but que tu t'es mis en tête
sais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose comme un show ou juste quelque chose de moins tangible, là, puis ta façon d'y arriver, tu peux-tu nous le dire ou tu peux pas en parler, ça non plus? Tu veux dire, ça serait quoi mon rêve actuellement, non? Ouais, mettons, ben tu sais, tu parlais de ton rêve secret de faire de l'humour, mais là, maintenant que, tu sais, il y a quand même une bonne partie qui se réalise, tu sais, tu fais des shows, tu sais, t'es dans une boîte de gens, ça va, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment cool ce qui se passe. Ben, fait que là, maintenant que t'es dedans, puis que ça te paraît plus, mettons, possible, là, ton rêve, c'est quoi, mettons, puis c'est quoi ta façon de t'y rendre, selon toi? Je dirais de deux façons. Comme le premier rêve, c'est comme le One Woman Show. C'est le show Mm. solo, puis de le faire à travers le Québec, puis tout ça. C'est sûr que, tu sais, mon agence, des fois, il peut avoir un côté capitaliste derrière ça. S'ils m'ont signé, c'est parce qu'ils voient la possibilité de produire un show avec moi, puis qu'on le fasse à travers le Québec. Idéalement, c'est ça le but. Moi aussi, c'est dans mes rêves. Mais ça implique quand même beaucoup de travail. Moi, j'aime beaucoup l'impro. Bientôt, ça va donner mon pire ennemi, l'impro. À un moment donné, il faut que tu figes le show. Genre, j'en parlais avec Sam Breton. C'est le meilleur au monde en impro. Il torche, mais à un moment donné, il a fallu qu'il place son show puis qu'il arrête de partir 25 minutes dans du crowd work, même si c'est le meilleur, puis le monde adore ça, parce qu'il faut que tu places ton show, faut que tu le connaisses. Fait que mon défi, c'est ça, si je veux arriver à un one-woman show qui se tient, qui rentre, puis qui est toujours le même, faut que je fige le texte, que je l'apprenne. Mm-hmm. D'ailleurs, je veux appeler mon show par cœur, parce que y a rien que j'aille plus que le par cœur. C'est un bon nom de show, je trouve. Ce que je fais avec dans ma vie, je le fais vraiment avec mon cœur. Donc, ce titre-là me parle un peu de c'est cool. C'est ma pire faiblesse, mais c'est aussi ma force, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est le défi, mais c'est le travail, c'est le rodage, placer le show, rendre ça drôle pour tout le Québec, puis m'amuser là-dedans. Là. Mon gérant me dit tout le temps ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'aimes? Une fois, comme tu dis, je l'ai mon rêve. Là. C'est fou. Là. Des fois, je me pince. Ben ouais. Des fois, je braille. Des fois, je trouve ça incroyable. Des fois, je le vis 2 jours plus tard. Je suis comme moi, où j'étais là sous-écoute, puis c'était hot. Ou, j'ai fait un show devant 10 000 personnes pour La soirée est encore jeune, sur la place des festivals. Puis j'ai de l'émotion, puis je me rends compte que ce que je vis, c'est spécial. Mais c'est clair. De placer tout ça, puis de faire un show solo, c'est vraiment le rêve. Mais j'ai un deuxième rêve qui est de donner un sens à tout ça. Ce que je t'ai parlé, l'estime de soi, mes sujets qui reviennent tout le temps, le mal de vivre que j'avais en littérature. C'est de prendre le privilège que j'ai, qui est la notoriété, la reconnaissance, tout le monde qui vont m'aimer ou ne pas m'aimer, c'est bien correct. Puis de redonner à ces causes-là qui me tiennent à cœur. En ce moment, on parle beaucoup d'agression sexuelle, harcèlement sexuel. Ça aussi, ça me tient à cœur, de rendre le milieu plus sain, de redonner. J'aime beaucoup ce que Sam Breton fait avec la prévention du suicide. Mon idée, c'est que si j'ai une once de succès ou de reconnaissance, c'est sûr que je vais me lancer dans ces causes-là. Puis en même temps, ça wrap un peu la discussion qu'on vient d'avoir. Mon humour parle de ces fragilités-là. J'ai ce désir-là de travailler fort puis d'aller chercher du succès. Mais mon but ultime, ça reste de transmettre ces beaux messages-là d'estime de soi, d'amour, de respect des autres. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme ça puis qui sont très gênés en ce moment de voir ce qui sort là, sur certaines personnes dans la profession. Ben, je pense qu'il y a bien du monde en humour qui ont le cœur à la bonne place puis qui ont des belles choses à dire. Puis moi, j'ai vraiment hâte de profiter de ma tribune pour que tout mon parcours prenne son sens puis que d'autres gens vivent leur rêve comme moi. Là. Ça a l'air vraiment quétaine comme wrap-up, mais pour moi, on dirait que c'est comme ça que ça prendrait son sens. Ouais. Ah ben c'est super beau, Sacha, j'espère que t'as pas de questions. Parce que c'est vraiment. On t'offrira pas ça comme frame. Je l'avais plein, mais oublie ça. Là, ouais, c'est ça. T'en avais-tu une niaiseuse, là? T'es comme ouais. Ah ouais, c'est ça, quel shampoing. Ouais, les podcasts! Fuck off, Sacha. Fuck off. Non, pour vrai, mais ça rappelle pas mal. Moi, je voulais en parler justement du premier One-Man Show, One Woman Show plutôt, ce qui s'en venait. J'avais le goût de voir justement où est-ce que tu étais rendu à cette étape-ci de ta carrière, mais effectivement, là, tu en as déjà parlé. Là, mais, non, mais moi, je te le souhaite beaucoup là, pour la deuxième partie du rêve là, que ça se réalise. Mais je pense que tu as déjà quand même un certain niveau de succès, de notoriété. Fait que, ça va peut-être venir même plus vite que tu penses. Puis, en tout cas, moi, je te le souhaite. En tout cas, je vous dis, vous risquez plus de me voir dans des pubs genre Aime-toi puis la santé mentale que des pubs de McDo
à vendre des wraps au poulet. Là. Ça, je peux quand même te garantir que le projet est plutôt là de mon côté. Mais si je peux te répondre, sachant en termes de chiffres, là, si t'es un gars de chiffres, là, je suis rendu comme Un gars de finance. Si je peux te parler en termes de chiffres, là, je vais récupérer m'exprimer. J'ai comme 30 à 45 minutes d'humour que moi, je trouve bien bon et qui est pratiqué. Puis je pense que pour que ça devienne absolument un 60, même un 1h30 pour partir en rodage. Une fois que tu es en rodage, tout ça peut absolument changer, là, dépendamment de ce que tu vis. Puis je pense qu'on est comme sur du 2 à 5 ans là, de si ma boîte finalement veut aller en production avec moi, partir le show, roder le show, puis là, mettons, rajoute 1.5 COVID, divise par 2 parce que je suis une fille, clac, dans 3 ans, au Saint-Denis. T'es-tu satisfait, Sacha? Oui, c'est beau, là. C'est correct. Question, c'est fini. Très cool. Ben écoute, Michel Desrochers, t'as-tu de quoi à plugger? Ah non, c'est ça, mes projets secrets, ça ne donne rien. Projet parallèle, c'est sur le site du projet parallèle, aussi sur Facebook, il y a une page projet parallèle. Vous allez voir toutes les salles. On est au Lion d'Or à Montréal, on est à Magog, on est à Longueuil. Il y a la possibilité de voir moi, Joe Cormier, Sam Breton, Louis-José Hood, Louis T, Maude Landry dans ce projet-là. Tous ces gens-là de chez Paneuf. Sinon, ma page Facebook, mon Instagram, je fais des mimes bizarres, des vidéos, le podcast, plus d'épisodes bientôt. Moi, je pense que si tu m'aimes, Google-moi. Ben ouais, that's it. Google-moi, c'est la première fois que j'entends ça. Avant, c'était Poke-moi, maintenant, c'est Google-moi. C'est ça, oui, c'est moi la gang. Oui, c'est moi. C'est bon. Merci, full les gars, puis bon podcast. J'allais dire podcast encore, je sais que là, je vais vous parodier. Ouais, c'est ça. Watch out. Mais merci de m'avoir